Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous. Pour la première fois depuis 30 ans, le Cameroun enregistre une récession économique de forte amplitude. Dans l'exposé du projet de loi de finances en 2021, le gouvernement reconnaît une croissance en berne de l'ordre de moins 2,6% et contre toute attente, il prévoit un rebond de la croissance de 3,3% en 2021 en misant sur une reprise progressive des activités économiques et le prix du baril de pétrole à 43 $. Cet optimisme, selon Cameroun Tribune, du gouvernement s'est traduit à travers des annonces telles que la construction des infrastructures routières, le financement de 150 jeunes aquaculteurs et 1000 projets d'investissement des organisations des producteurs pour un coût global de 2,9 milliards de francs CFA. Selon ce journal gouvernemental, les pouvoirs publics envisagent de concentrer leurs efforts sur l'opérationnalisation d'une nouvelle unité de production de margarine, de mayonnaise et de tomates concentrées. En matière d'emploi, le pouvoir public voudrait atteindre le cap de 500 000 emplois décents créés en 2020-2021 et s'active pour une étude relative à la mise en place d'un lycée spécialisé dans les métiers numériques, alors que le gouvernement prévoit l'exécution d'un programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Des questions fusent dans les colonnes de la presse économique afin d'évaluer les capacités du gouvernement à pouvoir financer tous ces projets structurants. Selon le projet de loi des finances 2021, le déficit budgétaire global, les autres charges de financement et de trésorerie se chiffrent à 1481,9 milliards de francs CFA sur un budget de 4 865 milliards de francs CFA. La relance de l'activité économique peut-elle être envisageable à travers ces orientations gouvernementales, budgétaires et la promotion de la politique d'import-substitution? Que valent les prévisions économiques face à la réalité d'un environnement des affaires moroses et un climat social tendu? Les projets annoncés par le gouvernement peuvent-ils améliorer le bien-être des populations? Au-delà des questions économiques, la météo politique révèle une montée fulgurante des tensions, une instrumentalisation de la justice et une crise de confiance quasi généralisée entre le peuple et les politiques, plus occupés par la joute de pouvoir et moins enclins à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ainsi que des chefs traditionnels expriment leurs vives préoccupations sur le climat sociopolitique du Cameroun. Le regard critique sur la situation du pays fait la une des journaux et la préoccupation est partagée par la communauté internationale, à tel point que le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, a indiqué devant les parlementaires français, réitérer la position d'Emmanuel Macron, président français, qui a interpellé le chef de l'État du Cameroun sur la nécessité d'effectuer des gestes d'ouverture, d'œuvrer à la pacification du pays, au renouvellement de la classe dirigeante. Il a indiqué que ce sont des tons. C'est un ton ferme utilisé par le président Emmanuel Macron. Cela a-t-il une incidence sur la politique du Cameroun et celle du chef de l'État? La concertation entre les pouvoirs publics et les partis politiques, la définition consensuelle d'un cadre pour une prochaine transition politique pacifique et la mise en œuvre d'une certaine indépendance entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont-elles les conditions sine qua non pour amener la paix, la stabilité, la cohésion sociale et le développement d'un Cameroun, un pays resté silencieux et indifférent devant le calvaire des malades victimes de l'insuffisance rénale, raconté dans les colonnes de la Nouvelle Expression, une véritable hécatombe avec 15 morts pour rupture de kit d'hémodialyse selon le journal Essingan. Ce calvaire est survenu à l'est du pays, note le journal Mutation. Ces problématiques majeures de l'actualité constituent le fil Ariane de Droit de Réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de Réponse, je reçois sur ce plateau Pierre-Emmanuel Bignam. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à mes copanélistes et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox partout dans le monde entier. Permettez-moi Cédric
de dire un bonjour particulier à mon président national du MRC, Maurice Kamto, et président élu, qui est ambassade depuis pratiquement 68 jours aujourd'hui. Il est interdit d'aller et de venir. Et un salut patriotique également au trésorier national du MRC, à la personne du professeur Alain Foguet. Un salut patriotique à Bibou Nissak. Un salut patriotique à Salomon Béa, qui est également embastillé à la prison de Newbel. Depuis le 22 septembre, ils ont été arrêtés et puis finalement ils ont été envoyés sous mandat de dépôt. Je tiens à rendre un vibrant hommage au Bobby Tanap version Cameroun. Ces braves mamans, nos mamans qui se sont levées en début de semaine pour aller manifester devant le domicile du président élu Maurice Kamto. On en dira un mot tout à l'heure, Pierre-Emmanuel. Je tiens à tirer le chapeau pour ce que ces femmes ont fait. Vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous en parlerons dans cette émission. Et sur le plateau de droit de réponse, c'est Georges Meka-Bessolo qui nous a rejoint. Georges, bonjour. Bonjour, monsieur Cédric Noufele. Je précise que vous êtes ingénieur agronome, économiste, également cadre militant du PCRN. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Sur le plateau de droit de réponse, il est spécialiste en banque, finance et économie. Martin Ambazine. Martin, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes copanélistes. Je dirais un bonjour particulier à ma petite fille Umba Manuela et Yann Morgan et Jeanne, mon fils. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télé. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il est éditorialiste au quotidien, La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Cambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufele, je salue les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés et ma sincère affection aux téléspectateurs fidèles de droit de réponse. Je saisis cette occasion pour dire merci à tous les téléspectateurs qui suivent non seulement droit de réponse, mais toutes les émissions d'Equinox Télévision. Je le dis parce que nous avons reçu samedi soir, lors d'une soirée, lors d'une cérémonie où 16 catégories étaient primées par le concept événementiel 237, il y avait 3 catégories qui concernaient les médias. Et le groupe Equinox, La Nouvelle Expression, a raflé toutes les 3 catégories qui concernaient les médias. Et il s'agit précisément du journaliste, du meilleur journaliste reporter au Cameroun, Jean-Paul Chouniat, a remporté le prix. Dans la catégorie du meilleur présentateur du journal de 20 heures, au Cameroun, Cédric Noufele a remporté le prix. Et dans la catégorie de meilleur consultant média au Cameroun 2020, votre illustre, humble serviteur a remporté le prix pour la seconde fois. Ainsi, Cédric Noufele a également remporté le prix dans ce conseil événementiel 237 pour la seconde fois. C'est vous dire que le professionnalisme d'Equinox Télévision, une fois de plus, a été reconnu non seulement par le jury, mais également par l'ensemble des téléspectateurs qui votaient à travers les médias sociaux, à travers Internet et autres. Également, le jury qui était constitué de personnes de qualité qui ont pu apporter leur contribution à ce que, dans le secteur médiatique, ce soit les meilleurs qui soient primés. Et Edmond Kamka, je reste avec vous pour ouvrir cette émission. Il y a eu cette intervention du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, devant le Parlement français. Une question lui a été posée sur la situation des principaux leaders de l'opposition, notamment celle du professeur Maurice Kamto, placé en résidence surveillée de fait depuis déjà près de 2 mois et demi. Et il a affiché un agacement concernant cette situation et a indiqué que la ligne de la France est celle de l'interview d'Emmanuel Macron dans le journal Jeune Afrique. Qu'est-ce qui, concrètement, doit-on retenir de cette sortie de la France par rapport à la situation sur le Cameroun? Il faut dire que le contexte politique international du moment, depuis l'élection d'un nouveau président aux États-Unis, notamment l'élection de Joe Biden, qui est un démocrate, qui a été vice-président de Barack Obama, et qui probablement, à travers la décision qui a été prise récemment par le président sortant, Donald Trump, qui, pour faciliter le début de la transition politique aux États-Unis, on s'achemine aux États-Unis vers
le jour de l'inauguration, vers la cérémonie d'investiture du 20 janvier prochain. Et quand j'évoque la situation aux États-Unis, c'est parce que les démocrates qui prendront le pouvoir prochainement sont très attachés aux droits de l'homme. Ils sont très attachés aux libertés. Et lorsque la France, à travers non seulement l'interview du président Macron dans un média panafricain, mais également à travers la sortie récente de son ministre des Affaires étrangères concernant l'agacement de la France face à ce qui se passe à Yaoundé, face à ce qui se passe au Cameroun, notamment en matière de libertés publiques, en matière de droits de l'homme, qui sont constamment violés, dont l'application, c'est-à-dire que les textes de loi du Cameroun ne sont plus du tout appliqués. Et la France est regardante en tant que pays ami, en tant que pays partenaire, comme du reste les États-Unis et tous les autres pays européens et tous les autres pays amis du Cameroun se rendent compte que plus que jamais, en tenant compte de toutes les recommandations, et de tous les conseils que les Nations Unies, à travers son secrétaire général, à travers l'Assemblée générale de l'ONU, sur l'évolution politique du Cameroun, notamment la situation dans le nord-ouest et du sud-ouest, qui stagne, qui s'aggrave plutôt, c'est-à-dire elle stagne en s'aggravant et dont le nombre de morts se multiplie et dont la qualité de la gouvernance, la qualité du respect des droits de l'homme s'aggrave également. La sortie de la France ces derniers temps, que ce soit à travers son ministre Le Drian ou alors du président Macron, qui insiste sur la nécessité d'une ouverture politique, sur la nécessité de la pacification, notamment quand il insiste sur la situation de Boko Haram, qui est presque, il a l'impression que le Cameroun a abandonné le combat avec les pays frères voisins du Cameroun. Tout se passe comme si c'est le Tchad qui apportait beaucoup plus que le Cameroun ces dernières années, alors que la situation empire sur le terrain. Donc, Emmanuel Macron demande au Cameroun de faire un peu plus, d'apporter plus d'importance dans la lutte contre Boko Haram, mais également de tout faire pour faciliter, n'est-ce pas, l'harmonie sur le plan politique, à travers notamment, on peut se l'imaginer, la libération des personnes interpellées et arrêtées dans le cadre des marches politiques, parce que le Drian l'a également dit, il faut libérer les personnes arrêtées dans le cadre des marches politiques, et on sait que les récentes marches sont celles du 22 septembre dernier, où des militants et sympathisants du MRC et de ses alliés ont été massivement arrêtés. Et il faut le dire également, en plus de la situation politique, en plus de la situation dans le nord et le sud-ouest, en plus de Boko Haram, il faut dire qu'aujourd'hui, et c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est que la France, quand elle sort ainsi, c'est parce que l'agenda au niveau du Conseil de sécurité se précise. Nous acheminons vers la fin de l'année, on s'achemine vers une ouverture formelle d'une réunion au Conseil de sécurité, et la France sait que les autres pays lui ont tacitement donné le dossier Cameroun, lui ont dit c'est vous qui supervisez. Et quand la France se rend compte que toutes ces recommandations, tous les conseils qu'ils donnent au Cameroun ne sont pas véritablement pris en compte, tout va retomber sur la France. Et c'est pour cela qu'ils insistent pour dire faites en sorte que, en réalité, faites en sorte que lorsque le Conseil de sécurité va se réunir, que je ne sois pas en porte-à-faux avec tout ce que je dis à mes partenaires, aux autres membres du Conseil de sécurité. Après vous, Edmond Kamgia, Pierre-Emmanuel Bignam, sur cette position de la France, au sein du gouvernement, on estime que le Cameroun est un État souverain et qu'un président n'a pas le droit d'interpeller son homologue en les termes qui ont été utilisés au sein de cette interview accordée à Jeune Afrique, interview du président français accordée à ce journal panafricain. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Cameroun demeure un pays de précarité français, que l'on le veuille ou pas. Tout comme les autres pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres. J'ai l'habitude de dire que les gens sont toujours en train de croire que le Cameroun va cesser aujourd'hui de faire partie de ce club des pays que la France continue à superviser sur le plan politique, économique et sur un certain nombre de domaines. Mais non, dans les relations internationales, tout le monde se tient. Même la France est tenue par certains de ses partenaires. Et donc, la France est un partenaire incontournable du Cameroun, que ce soit sur le plan politique et même sur le plan économique. C'est vrai que sur le plan économique, ces derniers temps, la Chine et le Nigeria ont pris le pas en termes d'échange au niveau de la balance commerciale par rapport à la France. Mais la France continue à contrôler les domaines de souveraineté
Au Cameroun, quand on voit des grands projets d'infrastructures routiers, comme par exemple le bitumage des axes routiers ou bien le deuxième pont sur le Vouri, c'est toujours la France qui a géré ces marchés-là à travers Satom, à travers Razel et un certain nombre de... Donc, quand on voit, on sait que c'est la France qui, jusqu'à un certain temps, gérait le port autonome de Douala. Donc, la France continue à être un partenaire incontournable du Cameroun et qui, non seulement assiste le Cameroun, même financièrement, sur ses projets d'investissement, mais elle a aussi le droit de donner quand même des orientations à l'État du Cameroun pour apaiser le climat social, pour résoudre un certain nombre de crises politiques et sécuritaires. Et ce n'est pas la France qui a demandé au président Paul Biya d'aller lui rendre compte sur tout ce qui se passe dans son pays de temps en temps. Nous avons vu tous à Mondiovision comment est-ce que le président Paul Biya est allé dire à Macron que je suis venu te rendre compte du grand dialogue national, qu'ils ont appelé là-bas ce jour le grand débat national. Il allait lui rendre compte en France de ce qui s'est passé au Cameroun. Donc, c'est lui qui va rendre compte là-bas. Et c'est une figure de style qui montre qu'il reconnaît que la France demeure sa maison mère, comme on appelle souvent en anglais son headquarter. La France demeure son headquarter. Et Macron demeure son boss. Ça, personne ne peut enlever cela. Ce sont des faits, comme on dit en anglais, des facts, sont les faits. Donc, à partir de ce moment, la France a le droit aussi, comme Edmond venait de le dire tout à l'heure, d'interpeller le Cameroun sur le bien-être social qui est menacé par un tissu social délabré, par les différentes crises sécuritaires qui minent le pays, partant du Boko Haram au nord, passant par la crise du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on a appelé communément la crise anglophone, sans toutefois oublier les agressions de la SEDECA dans l'est du pays et aussi les crises post-électorales. Donc, la France est dans son droit par rapport à cette interpellation. Mais c'est quand même un peu dommage parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, on a vu ce que Ouattara a fait récemment lorsque l'opposition a durci le ton et que Ouattara a senti que véritablement le climat social est très menacé. Il est ce qu'il est. Moi, personnellement, je ne l'aime pas, mais je respecte les actes que les grands hommes posent. Il a tendu la main à l'opposition lorsque le comité national de transition a été mis sur pied. Il n'a pas attendu que ce comité fasse même une semaine avant d'aller vers le président de cette commission-là, qui est Henri Konan Bédié. Tout le monde a vu comment il tenait Henri Konan Bédié par la main. Qu'est-ce que le président Paul Biya attend depuis de tendre la main ou d'accepter la main que le président élu Maurice Kamto lui tend depuis pratiquement bientôt 3 ans? Qu'est-ce qui lui coûte d'accepter cette main-là? Qu'est-ce qui lui coûte de venir vers l'opposition et la société civile pour rechercher les solutions pour la crise anglophone, pour rechercher les solutions pour un code électoral, un système électoral consensuel? Donc, c'est autant de questions qui préoccupent la France et donc la France est dans son rôle de l'interpeller. Et c'est quand même un peu dommage parce que le peuple camerounais n'attend pas être libéré par la France ou par les Occidentaux. Le peuple camerounais a tout pour lutter pour l'obtention de ses libertés. Mais le niveau de musellement, le niveau de menace policière qui plane sur ce peuple au quotidien est obligé d'interpeller nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Après vous, Pierre-Emmanuel Bignam, Georges Meka-Besolo, sur cette attitude de la France vis-à-vis du Cameroun, 2 États souverains, où l'un des chefs de cet État-là, la France, demande au président camerounais d'effectuer des gestes d'ouverture, de procéder à un renouvellement, une pacification du pays, car l'urgence, c'est plutôt la lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale du Cameroun. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Bien, monsieur Noufele, je crois que la marche démocratique d'un pays doit être sienne à chaque pays. Je pense que le Cameroun poursuit sa marche démocratique avec toutes les difficultés auxquelles ce pays est confronté. À l'heure actuelle, nous sommes à la fois en train de traverser une crise sécuritaire,
Jusqu'à présent, le Cameroun n'a pas cédé 1 centimètre de son territoire. Nous maintenons l'intégrité nationale. Il faut saluer, malgré tous les efforts qui ont été faits au niveau de Boko Haram, que ce soit également la sécession demandée au nord-ouest et au sud-ouest. Et lorsque nous extrapolons et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie avec la tentative de sécession du Tigré, force a été donnée à l'Éthiopie aujourd'hui d'aller... Ils ont lancé un ultimatum il y a moins d'une semaine et depuis hier, c'est l'assaut final vers le Tigré. On parle déjà de 33 000 personnes qui se sont réfugiées du côté du Soudan. Bien évidemment, aucune crise sécuritaire ne profite à quiconque. Le Cameroun, aujourd'hui, au niveau de son économie, paye le prix justement de cette insécurité au nord-ouest et au sud-ouest. La paix n'ayant pas de prix, il faut trouver les voies et moyens pour aller vers la paix. Il y a eu certes une ouverture de désarmement. On a appelé à tous les belligérants, notamment ceux qui avaient pris les armes pour demander la sécession. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Mais je pense que la stratégie du Cameroun, si on la note depuis les 4 dernières années, il y a tout de même une accalmie progressive du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Au niveau de l'extrême nord, la vigilance doit se poursuivre car il y a encore des attentats suicides qui coûtent le prix très cher. Et ces guéguerres-là coûtent un prix très élevé au budget du Cameroun qui est aujourd'hui déficitaire de moins de 2,3%. Maintenant que la France nous donne des orientations, c'est la bienvenue. Nous-mêmes sur ce plateau, nous émettons des recommandations pour que ce pays retrouve la paix qui est, comme le disait le feu président Houphouët-Boigny, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et tout un chacun, on doit y aller, on doit promouvoir cette paix et une paix durable. C'est à ce prix-là que nous allons maintenir en paix le seul pays que Dieu a donné à tout un chacun, à tout Camerounais, où qu'il se trouve, reconnaît que le Cameroun, c'est son pays et le Cameroun mérite une paix durable. Donc, c'est mon vœu également pour tous les belligérants qu'on aille vers un dialogue sincère. Nous sommes à une semaine des élections régionales qui viennent consolider davantage la démocratie dans cette nation qui va céder une certaine autonomie aux régions. Saisissons cette opportunité tout en réglant les problèmes urgents de l'heure qui sont sanitaires, qui sont sécuritaires et qui sont économiques. Après vous, Georges, Martin en bas sur les questions de gestes d'ouverture, de renouvellement et de pacification du pays. Qu'est-ce que vous entendez à travers de telles recommandations faites à l'endroit du président Paul Biya? Je voulais d'abord dire que il faut remarquer que l'ordre mondial aujourd'hui est en plein bouleversement. Les uns et les autres cherchent de nouveaux positionnements. On ne peut pas dire aujourd'hui que on est insensible à ce que nous recommande la France. Mais parfois, on dit souvent que chacun doit d'abord être capable de balayer sous sa propre porte. Vous comprenez? Il me semble que la situation que vit le Cameroun aujourd'hui n'est pas du tout une situation facile. Pas facile parce qu'il y a des morts, pas facile parce que ça coûte cher aux Camerounais, pas facile parce que ça a un impact direct sur la croissance de notre pays, dont le chômage, dont les emplois. Donc, moi je pense que c'est de bonne guerre entre les pays. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Vous comprenez? Mais j'avoue que je reste perplexe par rapport à cette manière d'aborder l'Afrique. L'Afrique n'a plus besoin d'être approchée comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas un politique. Je donne un point de vue. Je vais vous dire parler de l'économie. Et qu'à partir du moment où vous mettez l'économie devant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que tout ça se produit. Donc, la France, à travers son ministre des Affaires étrangères, est dans son rôle. Il veut préserver les intérêts de la France. Il ne faut pas se le cacher. Et tant que vous cachez ça, c'est que ce n'est pas la bonne information. Nous avons quelque chose qui dérange, nous les Africains purs, les panafricanistes, qui sont ces accords de coopération. Pourquoi ce n'est pas public? Pourquoi ce n'est pas connu de tous? Pourquoi ce n'est pas su?
on nous tient là. C'est parce qu'on nous tient là, parce que ces accords sont encore en vigueur, ou ils ne sont pas en vigueur, qu'on a toujours l'impression qu'on est obligé d'avoir cette mainmise, cet ultimatum, cet épée de Damoclès sur la tête. Non. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin d'aller vers une démocratie apaisée. Et je pense que les événements récents en France démontrent que nous aussi, nous pouvons leur demander exactement de balayer devant leur porte. Mais la prudence du gouvernement, du président de la République, qui ne s'immisce pas dans les affaires qui regardent d'autres pays, il ne le fait pas. Vous avez vu récemment le dernier noir qui s'est fait tabasser par les policiers. Ce n'est pas des bons exemples. Donc moi je dis, le Cameroun n'est pas un pays parfait. Le Cameroun n'est pas une économie parfaite. Le Cameroun n'est pas dans un autre monde. On est dans le monde où nous vivons tous ensemble. De grâce aussi, lorsque c'est difficile, que les uns et les autres ne mettent pas le feu, l'huile sur le feu. Nous avons des difficultés. Personne n'est content aujourd'hui que le Cameroun vive ce qu'il vit aujourd'hui. Mais de grâce quand même, lorsqu'on avance, on avance un peu, malgré ces difficultés, de grâce qu'on nous laisse un peu la tranquillité. Dans ce sillage-là, Edmond Kamgia, des autorités traditionnelles ont fait une sortie pour lever la montée des tensions et de cette intolérance et fébrilité au Cameroun, avec la rupture du dialogue entre des leaders de l'opposition et les pouvoirs publics. Au regard de ce constat fait dans la déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest et la recommandation faite sur une transition politique paisible qui doit être élaborée dans un cadre précis, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Monsieur Noufele, je voudrais d'abord dire au sujet de la coopération entre la France et le Cameroun qu'il y a quelques années, le chef de l'État camerounais a dit qu'il était le meilleur élève de l'autre. Et à cette époque, l'autre, c'était son homologue français qui s'appelait François Mitterrand. Il disait bien, je suis le meilleur élève de l'autre. On ne peut pas, en même temps, par exemple, dire qu'on est le meilleur élève de l'autre, c'est-à-dire d'un président français, et par la suite se rendre compte que on a autour de soi des membres du gouvernement, des laudateurs qui brandissent le discours de la souveraineté. Soit c'est que nous ne sommes pas le meilleur élève de l'autre, nous sommes souverains et nous assumons tout ce que nous faisons, nous n'attendons rien de l'autre, ou alors nous sommes dans une sorte de coopération gagnant-gagnant, une sorte de coopération où nous tenons compte de l'autre, notamment de ses financements, de ses apports financiers, dans le cadre financier, mais aussi dans le cadre des conseils, des recommandations qui sont pour la plupart formulées pour l'accompagnement du Cameroun dans le cadre de la bonne gouvernance. Or, dans le cas d'espèce, je note avec stupéfaction des discours qui davantage insistent sur la nécessité de ne pas tenir compte de l'autre chaque fois qu'il nous interpelle pour que nous puissions améliorer la situation sociopolitique de notre pays, notamment le respect des droits de l'homme, notamment la paix, notamment tout ce qui peut contribuer au bien-être des populations. C'était une parenthèse avant d'aborder la question que vous avez posée, M. Noufele, qui peut donner lieu à une vaste réflexion. Maintenant, nous avons également apprécié la dernière sortie des autorités traditionnelles du Cameroun, notamment de l'ouest du pays, qui, il faut le dire, pour une fois, semble parler d'une même voix dans le sens des revendications, dans le cadre des recommandations qui ont été formulées hier par les formations politiques de l'opposition, mais également par les associations de la société civile, qui ont toujours insisté sur la nécessité d'un dialogue politique, qui ont toujours insisté sur la nécessité d'une transition sereine, qui ont également insisté sur la nécessité des réformes politiques et institutionnelles pour que nous ayons des institutions fortes et non plus des hommes forts. Je pense que ça vient renforcer tout ce qui a été dit avant par une autorité traditionnelle, qui visiblement ne fait pas partie des derniers qui ont sorti la note, Jean Rameau Philippe Sokoudjou, qui a toujours et régulièrement insisté sur la nécessité du dialogue politique entre les forces politiques au Cameroun, qui a toujours insisté sur la nécessité de la paix au Cameroun, qui a toujours insisté sur la nécessité de renforcer les libertés et la démocratie pour le bien-être des citoyens.
Je prends cela positivement, cette sortie, et j'espère, parce que, il faut le rappeler, la plupart de ces autorités traditionnelles sont militants du RDPC. Ça, il faut le noter, c'est important, parce que dans le passé, on n'a pas vu des autorités traditionnelles assez courageuses, étant militantes du parti au pouvoir, prendre des positions aussi fortes sur la nécessité du dialogue politique au pays. C'est un signe qu'il faut prendre en considération pour dire qu'en réalité, c'est tout le monde qui est conscient désormais, y compris au sein du parti pouvoir, sur la nécessité de parler sincèrement d'une même voix, de dialoguer pour apporter la paix, pour apporter les libertés, pour renforcer les libertés et la démocratie, et pour que le Cameroun sorte de la situation dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs décennies. Après vous, Edmond, Pierre-Emmanuel Bignam, le fait que des chefs traditionnels parlent d'une instrumentalisation de la justice au Cameroun, de la rupture du dialogue entre les pouvoirs publics et les partis politiques de l'opposition et d'une radicalisation observée sur la scène politique à travers des discours de haine et des discours extrémistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de la situation sociopolitique du Cameroun? Cédric, permets-moi de dire un dernier mot sur la situation de la sortie de la France de Macron. Il faut que les Camerounais comprennent, parce que les Camerounais nous suivent au quotidien. Ils doivent comprendre que sur le plan économique, la santé d'une économie dépend du niveau de paix qu'il y a dans un pays. Si la France, qui est notre partenaire, tout comme les États-Unis d'Amérique, tout comme l'Union européenne, disent à l'État du Cameroun, faites tout pour résoudre les crises sécuritaires qui sévissent dans votre pays, en l'occurrence la crise anglophone. Est-ce que c'est méchant? C'est un mauvais conseil? C'est un plan de déstabilisation? Des gens vers qui vous vous dirigez lorsque la Covid est arrivée, vous êtes dirigé vers eux, n'ayant aucun plan de riposte. Ils vous ont accordé, avec leur lobby, le différé de la dette publique au développement, en termes de remboursement. Ils vous ont donné des subventions. Ils vous aident au quotidien, même sur le plan militaire, la coopération militaire. Ils vous assistent. Lorsque le Boko Haram a été attaqué, c'est chez eux en France que le président Paul Biya est allé annoncer la guerre au Boko Haram. Parce qu'il n'a pas eu le courage d'annoncer ça ici sur place au pays. Il allait le faire en France, sachant que la France va le soutenir pour cette guerre-là. Ces gens-là, lorsqu'ils vous disent que vraiment, pour qu'on est d'accord qu'ils sauvegardent leurs intérêts, c'est normal. Dans les rapports entre pays, il s'agit d'intérêts. Alors, dans le cadre de la sauvegarde de leurs intérêts, ils vous disent donc, il faut que votre économie soit en santé, donc il faut la paix. Je ne pense pas que c'est méchant lorsque la France, les États-Unis, l'Union européenne et même la Chine et les autres partenaires le font. Maintenant, revenant sur la sortie des chefs des autorités traditionnelles qui ont parlé également de la justice qui est au service de l'exécutif, c'est quelque chose qui est connu depuis. Moi, je tiens, tout comme Edmond, à féliciter enfin le courage de ces chefs de l'Ouest, dont plus de 80% font partie de l'élite qui est composée du RDPC, des membres du RDPC. Ils sont pour les uns sénateurs, les autres députés, ainsi de suite. Ils ont néanmoins rassemblé leur courage cette fois-ci, voyant que le Cameroun est déjà au bord du chaos, pour exprimer aussi leur ras-le-bol et interpeller le régime de Paul Biya, qui est leur partenaire au quotidien, que vraiment à l'heure-ci, vraiment c'est mauvais. Il faut faire quelque chose. D'ailleurs, même dans leur propre rang, le roi Njoya, dans son discours inaugural du Grand Dialogue National, l'année dernière, avait insisté sur l'urgence de résoudre la crise anglophone et même la crise, les prochaines crises post-électorales, en insistant sur la mise sur pied d'un système électoral consensuel et un mandat une fois renouvelable. Une seule fois renouvelable, il a même parlé du quinquennat. Oui. Donc le roi Njoya l'a fait, qui est un ami de Paul Biya. Si aujourd'hui les chefs de l'Ouest le font, c'est une surprise parce que c'est des gens qui ont toujours été à la traîne, qui n'ont jamais osé se prononcer, mais c'est quelque chose qui est à féliciter. Et on interpelle également les autres chefs de toute la communauté camerounaise de faire pareil. Pas seulement d'envoyer les mémorandas pour demander un certain nombre de places au gouvernement. Voilà au moins quelque chose qui est fait et qui est bien. Pour ce qui concerne notre justice, c'est quelque chose qui est un constat clair.
Nous avons vu récemment avec ce qui s'est passé sur l'affaire des avocats qui ont été bastonnés, sérieusement, brutalisés au tribunal de première instance de Bonanjo, aux yeux du monde entier. Et par la suite, on a vu comment est-ce que certains d'entre eux ont été intimidés, muselés même. Il y a Maître Tamfou Richard qui a été amené sous mandat de dépôt à la prison de Newbel et qui a passé, je crois, 3 ou 4 nuits là-bas avant d'être libéré après. Donc, c'est une situation qui est chaotique. La justice camerounaise en l'état actuel ne garantit pas la paix sociale. Ça ne garantit pas la paix sociale. Elle est vraiment aux ordres. L'ordre des avocats même du Cameroun est aux ordres de l'exécutif. Parce qu'on a même vu leur position. Leur position n'était pas une position vraiment d'indignation par rapport à une situation chaotique comme celle-là. Le palais de justice doit être inviolable. C'est un lieu sacré où la vérité se dit, où le droit se lit. Donc, on ne peut pas vivre de telles situations au quotidien. Il faut voir les procédures d'arrestation dont nous sommes victimes au quotidien. Les militants du MRC, nous sommes enlevés, nous sommes kidnappés, nous sommes embastillés au quotidien sans aucun respect des procédures d'arrestation selon le nouveau code de procédure pénale. Donc, quand on voit tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Même étant un amateur, même étant un simple observateur qui ne connaît rien de la politique, ça saute aux yeux du monde entier qu'au Cameroun, la justice est aux ordres de l'exécutif, c'est-à-dire que du régime en place et tout son gouvernement. Pierre-Emmanuel Bignam, après vous, Georges Meka, sur cet environnement sociopolitique du Cameroun qui se montre délétère, selon ses chefs traditionnels qui estiment qu'il y a une crise de confiance quasi généralisée entre le peuple et les politiques, plus enclins dans les joutes du pouvoir et moins préoccupés par l'amélioration des conditions de vie des populations. Quel regard portez-vous sur ce diagnostic posé par les chefs traditionnels? Pour moi, c'est un prolongement du grand dialogue national qu'il y a eu. Je crois que la plupart des chefs traditionnels y étaient présents, ont posé sur la table leurs observations. Et avec cette dernière sortie des chefs traditionnels de l'Ouest, dont il faut également saluer la pertinence des propositions qui ne sont pas, certes ne sont pas de nouvelles propositions, mais sont une continuité des propositions qui sont sur la table du gouvernement. Je crois que elles visent à accélérer justement ce processus de décrispation, de paix et de trouver des solutions durables dans ce Cameroun. Mais je le dis encore, la marche vers la démocratie est propre à chaque pays. Nous n'allons pas, en 365 jours, nous n'allons pas implémenter 1365 recommandations. Elles vont progressivement. L'avènement des conseils régionaux dès dimanche prochain, le 6 décembre, verra encore des chefs traditionnels siéger et obtenir des pouvoirs. Parce que dans notre analyse, nous pensions à un moment que les chefferies traditionnelles étaient dans une certaine manière marginalisées. Aujourd'hui, elles, au travers de leurs représentants dans les conseils régionaux, viendront justement davantage renforcer la voix des sages et faire des propositions, notamment au niveau de la gestion des régions. Quoique le conseil régional n'a pas les prérogatives en matière judiciaire, mais elles peuvent porter une voix d'apaisement. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Beaucoup de chefferies traditionnelles font de la politique d'arrière-plan. Elles ne sont peut-être pas au devant. En ce qui concerne la situation qui s'est passée au palais de justice, il faut rappeler les torts. C'est venu à la fois démontrer qu'il y a effectivement de la corruption au sein des avocats qui ont pris de l'argent imprévenu, ont voulu négocier avec le procureur ne reconnaissant pas, et soudainement, il y a eu manifestement une protestation à l'intérieur. Pour rappeler la procédure, le procureur a simplement dit qu'il allait mettre l'affaire en délibéré. Il n'avait pas pris une décision. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour les avocats? Selon la procédure, c'était d'établir un recours qui allait être fait. Si vous n'êtes pas d'accord que le délibéré soit mis le 27 novembre, peut-être vous trouvez le délai long, la solution est simple. Vous faites
Vous faites un recours, vous introduisez un recours. Est-ce qu'on a besoin de jacasser à l'intérieur d'un prétoire et être en nombre? Vous savez, je reprendrai la citation du général Schwarzkopf, qui se capitaine pendant la guerre contre le Vietnam des États-Unis. Il reçoit les ordres des généraux et il passe à la cour martiale. Et on lui demande pourquoi il n'a pas fait. Il dit, ils sont généraux là où ils sont, mais sur le terrain, je suis le général qui doit donner des ordres. Et il n'avait pas exécuté cet ordre-là parce que ça mettait en péril le bataillon qu'il avait à diriger. Donc, dans une salle ou dans un prétoire, si des procureurs ou certaines personnes se sentent menacées, est-ce qu'il fallait utiliser de la force? Est-ce qu'il fallait prévenir de la force? Y avait-il une menace? Mais toutefois, quand on voit les vidéos qui ont circulé sur la toile aujourd'hui, la voix et le nombre de certains individus, portent-ils des robes noires ou pas, la menace paraissait réelle. Fallait-il riposter de cette manière? Pour moi, j'ai trouvé peut-être qu'elle était excessive. Mais il y a toujours eu des couloirs de négociation et d'apaisement entre les avocats et la magistrature. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé ces 10 couloirs-là et sont venus jeter une image sobre de non seulement de l'ordre des avocats et de ses avocats, mais également de la justice camerounaise. Il faut préciser qu'aucun avocat n'a été reconnu coupable d'outrage à magistrat, Oui, voilà. et encore moins de corruption. Les 2 avocats incriminés dans le cadre de cette affaire ont été accusés d'escroquerie et condamnés à 1 an avec sursis, 6 mois. 6 mois. Avec sursis, et leur conseil compte faire appel, contestant la décision prise par les juges. Mais sur la question des réformes constitutionnelles et leur mise en œuvre, Georges Mekabesolo, des Camerounais s'agacent de ce que le rythme de mise en œuvre des réformes pour parachever l'architecture démocratique du Cameroun se fait à un rythme propre à un agenda politique qui est loin de servir l'intérêt général, mais plutôt des intérêts particuliers. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous pouvez, sur certains éléments, et je le dis, ça peut être à géométrie variable, qui va sortir de la maison lorsqu'il y aura plusieurs personnes qui viennent lui demander de sortir? Pour ainsi dire le cas. Nous avons un système démocratique aujourd'hui. Le leader Cabral Libi a dit « allons nous inscrire massivement », mais dans le même rang, vous trouvez des leaders d'opposition qui vous disent « nous n'y croyons plus, nous ne voulons pas, nous préférons proposer une insurrection, nous préférons soutenir une sécession ». La démocratie a ses règles, et quel que soit ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, peut-être que même ce n'est pas pour nous, c'est peut-être pour nos petits-enfants qui bénéficieront de l'idéal démocratique que nous désirons en 2020 aujourd'hui au Cameroun. Ne cessons pas de protester quand le mal y est, mais également reconnaissons-le. Le processus démocratique au Cameroun, nous en parlions avant l'émission, nous avons plus de chaînes télévisées que d'autres pays démocratiques également. Le débat contradictoire au Cameroun est une réalité. Allons aux élections, comme nous allons aux élections régionales le 6 novembre, le 6 décembre, c'était déjà prévu par la Constitution de 97. Ça a pris 96, pardon. Ça a pris le temps que ça a pris. Allons-y, saisissons cette opportunité. Le véritable changement au Cameroun, entendons-le une fois pour toutes, doit et va passer par un système démocratique transparent. C'est pourquoi il faut saluer les propositions de réforme du code électoral qui sont aujourd'hui sur la table de l'exécutif. Il faut saluer ceux qui croient à la démocratie, ceux qui participent à au jeu démocratique du Cameroun, et ceux qui croient que pour construire un pays durable, il ne faut pas tout casser. Quand on passe à la Libye aujourd'hui, instrumentalisée à l'international et sur le plan national aujourd'hui, je ne souhaite pas être en Libye, vivre les conséquences de chasser un pouvoir fort. Tout peut se faire dans la paix et dans la durabilité de la paix. Après vous, Georges Meka, Pierre Emmanuel, sur ce regard prospectif
de la vie politique et la nécessité de participer aux jeux démocratiques en cours au Cameroun afin d'être dans les institutions et impulser des réformes de l'intérieur. Est-ce que cette logique obéit à l'idéologie du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Lorsque mon frère, M. Abessolo, parle des leaders de l'opposition qui boycottent les élections, je ne sais pas de quoi il parle. C'est un droit de boycotter. Hein? Je ne sais pas de quoi il parle. Mais seulement, je me pose certaines questions. Nous avons un pays qui est face à une crise sécuritaire depuis 4 ans, qui a déjà causé plus de, selon les récents chiffres, près de 1 million de déplacés. J'ai vu quelque part, on parle de plus de 10 000 morts, avec plus de 300 villages brûlés, incendiés, dont les petits-enfants, les petites filles ont perdu leur famille et sont en train de faire la prostitution à Bonabéré et partout dans la ville de Douala. Une zone où nous avons perdu des sociétés comme la CDC, qui est le deuxième plus grand employeur après la fonction publique au Cameroun. Une zone où même la Sonara est en ballottage. Tout le monde a vu ce qui s'est passé il y a 1 an. Une zone où nous avons perdu 30% de notre PIB. Et comme ils disent que les soi-disant élus qui sont dans une session budgétaire, non seulement ce qui m'agace dans leur rôle, non seulement le projet de budget est déposé hors délai, on s'attendait à ce qu'ils demandent la prolongation du délai pour mieux questionner en profondeur ce budget-là, ou qu'ils rejettent ce budget tout simplement, parce qu'il n'a pas été déposé dans les délais. Les soi-disant élus ne disent rien. Vous me dites que c'est la communauté internationale, les chefs traditionnels, qui interpellent ces soi-disant élus, qui sont passés par les élections, que mettez le problème de la crise anglophone sur la table, débattez-en. Une assemblée nationale qui est tellement morbide, au point où depuis 4 ans, n'arrive pas à débattre sur une crise qui est en train de décimer sa propre population. Et vous me parlez de quelle élection? On est où? De quelle élection? Qu'est-ce que les élections du régime de Paul Biya ont fait bouger dans ce pays? Même pas un seul pouce. Les élections du régime de Paul Biya n'ont jamais fait avancer le Cameroun, même d'un seul pas. Je dis même d'un seul pas. Toutes ces élections consistent tout simplement à faire asseoir son hégémonie et à le faire rester au pouvoir le plus longtemps possible. Tout simplement. Les élections au Cameroun ne sont pas au profit du bien-être des populations. Mais l'arrivée des conseils régionaux permettrait, selon le gouvernement, aux populations d'avoir un cadre désormais et d'avoir plus de compétences pour gérer des affaires économiques, artistiques, culturelles, sanitaires et sportives. Est-ce que ce transfert de compétences vers les conseils régionaux pourrait ne pas impulser un autre développement tant attendu depuis des années? Tout ça, c'est l'esbrouf. C'est des histoires à dormir debout, comme on dit au quartier. Le transfert de compétences, s'il est fait et qu'il n'y a pas le transfert du budget pour réaliser les projets qui sont assignés à ces collectivités territoriales décentralisées, rien ne va avancer, rien ne va bouger. On n'a qu'à demander à Paul Riking, avec ce qui se passe sur sa carrière, peut-être il se disait que une fois maire, il allait récupérer la carrière, mais le régime a mis le corps, comme on dit généralement. Donc, à partir de ce moment, on comprend que même cette histoire de décentralisation, ce n'est que du bluff. Du bluff. 24 ans, bientôt 25 ans, pour mettre en application une loi. On parle de décret d'application. Combien est-ce qu'il faut transférer aux collectivités territoriales décentralisées pour s'en sortir? Donc, les conseils régionaux vont servir à quoi en réalité? Le gouverneur va rester le patron de la région, oui. Il va continuer à gérer ses budgets et le MINAT va continuer à avoir ses éléments dans ces rangs-là et même au sein des communes. Les secrétaires généraux de chaque commune sont nommés par le MINAT, sont des fonctionnaires du MINAT et c'est eux qui gèrent les budgets des communes. Il faut que les Camerounais le sachent. Donc, on est toujours dans un cycle infernal
où on fait un jeu de mots et on n'avance pas. On n'avance pas véritablement. Voilà pourquoi les élections, nous sommes tous d'accord que les élections au Cameroun n'ont jamais apporté le progrès social, n'ont jamais contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais par contre, elles ont contribué à faire maintenir Paul Biya au pouvoir le plus longtemps possible et aujourd'hui à faire maintenir son régime même après lui. Après vous, Jean-Pierre Emmanuel, Edmond Kandia, entre ceux qui estiment que les élections sont un moment de renouvellement de la classe dirigeante pour avoir du sang neuf capable d'impulser des projets de développement et ceux qui estiment qu'il y a des crises qui mériteraient d'abord que la nation s'arrête pour adresser ces problèmes, comment trouver le juste milieu dans le cadre de cette situation politique du pays? Je commencerai à parler du principe. Sur le principe, les élections sont un moment fort de renouvellement de la classe politique dans le cadre des élections concernées. Ça peut être les municipales, ça peut être les législatives, et dans le cas d'espèce, il s'agit des régionales, qui pour la première fois seront implémentées et permettraient d'avoir une lisibilité sur une volonté commune qui avait été exprimée dans le cadre de la Constitution du 18 janvier 1996. Ça, je parle du principe. Maintenant, l'autre classe politique, une partie, notamment de l'opposition, estime que le plus important n'est pas d'aller aux élections. Le plus important, c'est de régler les problèmes du vivre ensemble, c'est de régler les problèmes qui empêchent aux Camerounais de progresser de façon sereine, qui empêchent le Cameroun d'avoir une vie politique consensuelle et qui permettent au Cameroun de régler l'essentiel de ces crises. Parce que tant qu'on n'a pas résolu les crises politiques et sociales, il est difficile que l'on avance avec beaucoup de sérénité. En réalité, les deux camps ont des arguments qui tiennent. Mais s'il faut arriver au juste milieu, nous pensons que il est fondamental. Il est fondamental et les deux camps devraient pouvoir s'entendre là-dessus. Que quand ça ne va pas, il faut s'asseoir. Quand ça ne va pas, il faut s'asseoir. Que ce soit dans la petite cellule familiale, quand il y a une crise, le chef de famille a un rôle à jouer. C'est lui qui supervise, c'est lui qui déclenche le mouvement qui vise à écouter les différents interlocuteurs, les différents membres de la famille, pour les mettre ensemble et trouver dans ce cadre consensuel des solutions pour avancer. Et je pense que dans ce sens-là, il y a eu une première étape au Cameroun, ce qu'on a appelé le grand dialogue national, qui a fait un dialogue insuffisant. Insuffisant parce que la particularité, c'est que les principaux concernés, une partie des principaux concernés n'étaient pas présents. Les Ambazoniens n'ont pas participé au grand dialogue national. Et on voit les conséquences de leur absence à ce dialogue. C'est que les recommandations qui ont été formulées n'ont pas abouti à quelque chose de concret. Les recommandations n'ont pas permis de régler la crise anglophone. Parce que, sur le fond, le grand dialogue national de l'an dernier visait à solutionner de façon durable, c'est ce qui avait été dit par le chef de l'État, de façon durable la crise anglophone. Mais si on veut régler une crise de façon durable et on ne fait pas appel à ceux-là même qui sont concernés, on ne peut pas trouver des solutions justes et pacifiques. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps de procéder à ce que la communauté nationale et même internationale n'a cessé de dire. Il faut passer à une nouvelle étape. Un dialogue inclusif qui inclut ceux qui avaient été exclus afin qu'on puisse trouver des solutions justes et durables en ce qui concerne la crise anglophone. Mais il y a également une autre crise. Il y a des crises politiques. Il y a la crise post-électorale. Et dans les crises politiques, le dénominateur commun qui rassemble l'ensemble des forces politiques du pays, c'est le code électoral, c'est le système électoral. Si nous avons un système électoral consensuel, qui tienne compte des doléances des uns et des autres, qui réajuste ce qui ne va pas, je dois le rappeler, il y a ELECAM au Cameroun, qui est l'organe de gestion des élections au Cameroun. Il est censé être indépendant, même comme on a vu au fil des dernières élections,
le fait que les acteurs de l'ECAM sont plus ou moins inféodés au parti au pouvoir, inféodés au gouvernement. Mais nous notons en même temps que l'ECAM, à travers une partie de sa hiérarchie, a eu le courage de dire que ce code électoral doit être réformé. Le système électoral doit être réformé. C'est pourquoi nous pensons, finalement, pour chuter, que ce qui doit réunir ceux qui sont pour le fait d'aller aux élections et ceux qui pensent que les élections ne suffisent pas, c'est le dialogue inclusif, deux, de s'arrêter sur ce qui rassemble, c'est-à-dire la réforme consensuelle du système électoral avant toute autre élection. Une préoccupation transpartisane au-delà des questions politiques, c'est la situation économique du Cameroun. Martin Bazing, le Parlement qui est en train d'examiner le projet de loi des finances 2021, il en ressort que le Cameroun est en pleine récession économique, moins 2,6% pour l'année 2020, et compte bondir à 3,3 points en 2021. Est-ce que cet optimisme est envisageable au regard de la situation économique du pays? Je pense que c'est bien envisageable. Vous savez que le Cameroun, au cours des 4 dernières années, a réussi quand même, malgré tous les problèmes de sécurité que nous avons, réussi à réaliser des taux de croissance qui sont acceptables. Hein, parce que quand on fait comparativement à ce qui se passe ailleurs, en 2017, je pense qu'on était à 3,5, en 2018 on était à 4,1, en 2019 4,1. Là, elle est négative, tout le monde sait pourquoi. Mais le Cameroun a déjà démontré ça, personne ne peut le nier, sa résilience, hein, parce qu'on a traversé plus dur que ça. Avant la Covid, il y avait déjà Boko Haram, il y avait après le Nozo, on a quand même réussi à créer de la croissance. Aujourd'hui, ce qui nous arrive est mondial. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est ce budget qui doit être en adéquation avec la stratégie nationale de développement, qui va de 2020 à 2030, parce qu'on sort du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et là, on ne peut pas passer très rapidement sur le fait qu'on va faire 3% en 2021. Ce qu'il faut quand même déjà reconnaître, c'est que le document de stratégie pour la croissance et l'emploi a eu des effets moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint tous les objectifs, mais le fait qu'on ait eu, à travers ce document stratégique pour la croissance et l'emploi, un certain nombre d'événements économiques a permis au Cameroun de pouvoir se maintenir à un niveau de croissance acceptable. Pour ce que moi je note aussi par rapport au projet de loi de finances, c'est que l'impression que j'ai, c'est que ça ne changera, le cap ne sera jamais un cap qui change véritablement et fondamentalement. Pourquoi? Parce que la structure du budget telle qu'elle est conçue reste la même. Qu'est-ce qui pose problème dans cette structuration? Mais le problème du Cameroun est celui que tout le monde connaît, à savoir que l'on refuse, je ne sais pas trop pourquoi, de taper la main sur ce qu'on appelle la consommation, le budget de fonctionnement. Vous avez un budget où, avant de le faire, moi je pense que le Cameroun devrait adopter une politique budgétaire restrictive. Quand je parle de restrictive, j'entends par là un budget de rigueur qui ne donne pas la place au gaspillage. La place au gaspillage, c'est aller taper là où on doit taper, c'est-à-dire le budget de fonctionnement, les dépenses. Aujourd'hui, ce budget est au-dessus de 54-55%. Ça a toujours été comme ça. Vous ne pouvez pas créer une dynamique lorsque vous ne voulez pas faire la réforme qu'il faut. Vous comprenez? Donc la réforme qu'il faut, c'est quoi? C'est de baisser de manière drastique le budget de fonctionnement et de deux, d'arrêter cette course infernale vers l'emprunt et les fameux dons. Vous savez que pour boucler nos budgets, on est toujours obligé d'aller emprunter. Parfois à des taux forts, parce qu'on n'arrive pas à réaliser les recettes idoines. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi je constate que si nous faisons la même chose tout le temps, on ne pourra pas sortir. Vous savez que nous attendons pour que la croissance économique au Cameroun puisse avoir un certain impact sur le chômage, il faudrait qu'elle soit au minimum des minimums entre 6 et 9%. C'était le scénario de croissance au départ dans le DSCE, d'avoir environ 6% à l'horizon 2020, mais on en est très loin
Georges Meka à Besselo, le Cameroun parle de 3,3% pour 2021 en étant en récession économique en 2020 avec l'impact de la crise anglophone, la crise sécuritaire et la crise sanitaire. On regarde la structuration de ce budget et des points saillants évoqués dans le projet de loi des finances 2021. Est-ce que vous avez l'optimisme du gouvernement? Pour moi, c'est un optimisme réservé et très réservé parce que ce budget, il faut il est réaliste, il est pragmatique, il touche à la réalité et à la situation actuelle à la fois macroéconomique et microéconomique du Cameroun. Le véritable défi dans son exécution, pour moi encore, est ailleurs. Il n'est pas dans le budget, il est dans l'attelage du fonctionnement, de l'exécution du système du gouvernement, de la mise en œuvre des projets. Nous constatons encore dans ce budget qu'il lie son non-achèvement ou de la vision 2030 au retard d'exécution. Il est inadmissible qu'on continue justement dans le prolongement du DSE de ralentir indirectement ou directement la croissance par les retards d'exécution, par l'immaturité des projets et par un système qui a l'impression de ne pas travailler dans une urgence alors que nous sommes en zone de turbulence économique. Je l'ai souvent dit, la restructuration de l'appareil gouvernemental pour la mise en œuvre des projets doit être restructurée. Il faudrait le transformer en un bataillon d'intervention rapide économique. Ramener certains ministères clés au niveau de la présidence de la République, parce que c'est de là-bas véritablement que l'effet de levier peut se faire. Toutes les économies qui ont mis un programme pour rattraper le retard et accélérer le développement l'ont fait. L'exécution des travaux, pourquoi autant de retards sont mis en place, sont constatés, c'est justement la faiblesse au niveau de l'administration. On ne peut plus laisser certains dossiers circuler de ministère en ministère, durer 6 mois, alors que justement, on a emprunté de l'argent et le service de la dette est en train de courir. Si et seulement si ces préalables sont mis en œuvre, je peux croire que le Cameroun a tout pour atteindre une croissance de 6%, créer de la richesse et réduire l'emploi. Au niveau de ce budget, ce que je souhaite également, je le mets en cohérence avec la stratégie SND 2030, je note encore que nous passons à côté parce qu'il faut d'abord avoir une politique de substitution ou de remplacement des importations. Quand on ne commence pas avec un objectif de réduire les importations de consommation, de production telles que le maïs, mais on prévoit de créer des zones alors qu'il est plus facile de mettre ensemble le secteur privé, le secteur public vers un objectif commun. Mais le Premier ministre, chef du gouvernement, a indiqué dans le programme économique, social et culturel pour l'année 2021 qu'il y aura des unités de production de la margarine, de la tomate et de la mayonnaise. Est-ce que la mise en place de ces industries agroalimentaires obéit à une logique de réduire les importations de ces produits alimentaires? Il faut d'abord partir, à mon avis, vers un objectif où on s'accorde tous qu'il faut réduire l'importation du maïs. Je prends par exemple 150 milliards de francs CFA que nous constatons chaque année. À partir des investissements qui seront dans la filière, on peut créer de la margarine, mais attention, la margarine est un dérivé de l'huile de palme. Et nous sommes en déficit de production d'huile de palme aujourd'hui. Donc, ces incohérences que nous constatons, pour moi, doivent d'abord partir d'objectifs clés. Nous voulons réduire l'importation du maïs de 150 milliards, nous voulons réduire l'importation du riz de 150 milliards, et à ce moment, à l'intérieur des chaînes de valeur de la filière, on peut mettre en place des projets structurants. Et ne pas vouloir tout embrasser en même temps. Et cette rationalisation des investissements doit se faire. Ça doit être un objectif politique dirigiste et très fort. Mais en l'état actuel, sans la refonte profonde du système d'analyse, de mise en œuvre des projets, il nous sera difficile dans le prolongement du DSE d'atteindre certains objectifs clés et souverains dans ce pays
en a besoin. Après vous, Georges, Pierre-Emmanuel, le gouvernement envisage de créer 500 000 emplois d'ici 2021. Il parle même de la mise en place des lycées spécialisés dans les métiers numériques et le financement de 150 jeunes aquaculteurs de l'ordre d'1 milliard à environ 1,5 milliard de francs CFA. Est-ce que vous y croyez lorsque vous suivez ces projets et que vous connaissez l'architecture de dépenses et d'exécution du budget au Cameroun? Je me souviens, l'ancien délégué du gouvernement, dont je vais me taire de me réserver de ne pas prononcer le nom, avait annoncé la construction d'un tramway à Douala il y a quelques années. On ne sait pas où est-ce que le projet se trouve aujourd'hui. Peut-être que l'œuf est mort, le fœtus est mort dans l'œuf. Une chose qu'il faut préciser, et que mes copanélistes ont précisé d'une façon ou d'une autre, c'est l'échec cuisant et historique du document de croissance pour le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSE. C'est un échec historique et cuisant. Ça, il faut le relever. Quels sont les faits qui vous permettent d'être aussi péremptoires? C'est un projet dont la première phase partait de 2010 à 2019, avec un taux de croissance estimé à 5,5%. Et tout le monde sait là où nous en sommes aujourd'hui. Même avant que les crises commencent à nous secouer, on n'a jamais dépassé 4% de taux de croissance. Et pire encore, les projets structurants qui ont été annoncés dans le cadre de cette phase-là, dont je peux parler de quelques-uns parmi les 11 plus grands, l'autoroute Douala-Yaoundé, le barrage de retenue de Lompanga, le port en eau profonde de Kribi et autres. Il y a un rapport du FMI qui a parlé de plus de 1500 milliards qui ont été dépensés dans ce projet-là. Quand je prends le cas de l'autoroute, qui a été lancée en 2014, 6 ans plus tard, 40 km, ça veut dire que c'est moins de 10 km par an de réaliser. Pour faire les 280 km qui séparent Douala et Yaoundé, je crois que c'est au retour de Jésus-Christ que cela va être réalisé. Donc, on prend d'autres projets, comme par exemple le deuxième pont sur le Vouri, dont tout le monde connaît le niveau de surfacturation dont il a été l'objet. Alors, dans le cadre de cette phase-là, on a observé beaucoup de corruption dans les passations des marchés publics, les réalisations des projets, des retards, ça et là. Je prends le cas du port en eau profonde de Kribi, dont on a lancé, sans toutefois mettre les mesures qui vont permettre à ce que ce port soit fonctionnel. On a vu l'échec de l'extension à l'UQAM avec le groupe Alcan entre 2006 et 2008, dont le projet consistait à faire un chemin de fer entre Edea et Kribi qui devait permettre à la LUQAM d'évacuer ses productions vers le port en eau profonde de Kribi et puis de permettre au port en eau profonde de Kribi d'évacuer ses importations vers l'intérieur du pays. Donc, on lance un port en eau profonde sans qu'il y ait un chemin de fer du jamais vu dans le monde entier. Et donc, le port lui-même a été tellement surfacturé. Donc, on constate que le DSE a échoué. Aujourd'hui, ils ont lancé ce qu'ils ont appelé le projet de stratégie nationale de développement. Toujours un jeu de mots. Avec le renouveau, quand ils annoncent le bout du tunnel, à un moment donné, s'ils n'atteignent pas le bout du tunnel, ils vont annoncer les grands projets. S'ils ne réalisent pas les grands projets, ils vont parler maintenant des grandes réalisations. Donc, on est dans un cycle infernal d'esbrouf. Esbrouf sur esbrouf. Ça ne va pas se réaliser. Je reviens un peu dans le discours du Premier ministre John Ngouté, dans son discours inaugural de cette session budgétaire. J'ai noté quelques points. Sur le plan, par exemple, industriel, il a annoncé la réhabilitation de la Sonara avec un budget de 250 milliards. Mon Dieu! Mais ce n'est pas possible. 250 milliards. Je vais rappeler aux Camerounais qui me suivent que la Sonara, avec l'ordonnance de Aïdjo de 1973 qui crée la Sonara, il a mis à disposition 400 millions de francs CFA comme
capital social pour le lancement de cette industrie, la usine-là. Capital qu'il a augmenté en 1977 à hauteur de 4 milliards. Et à partir de ce moment, la Sonara avait déjà une capacité de production de 1 600 000 tonnes par an. Jusqu'à son premier projet réalisé d'extension, véritablement réalisé par, amorcé par Edin, et puis réalisé par Charles Metouk en 2002, où ils sont passés à plus de 2 millions de tonnes par an. Donc ça veut dire qu'on est autour de 4 milliards 400 millions, avec tous les aménagements qui ont été faits. C'est vrai qu'il y a eu certains, le budget a été augmenté après certaines années, à hauteur de pratiquement 24 milliards. Mais on est à 250 milliards pour réhabiliter la Sonara. Mais ces gens n'ont même pas souvent honte de voler au vu au su de tous. Mais on est fatigué de ce genre de comportement. La quote-part du gouvernement dans le cadre des négociations qui sont en cours avec des industriels qui viendraient réhabiliter ce projet. Je parle de la surfacturation. Je parle, ce n'est pas la valeur réelle de ce qu'il faut. 250 milliards vont construire au moins 10 Sonara. J'ai dit 10. Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a une surfacturation dans le cadre de ce marché? Il y a surfacturation, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a surfacturation. Au Cameroun, on a vu avec les constructions de stades. On nous dit que le stade de ciment, c'est 16 000 francs. 16 000 francs. On a vu avec la Covid, des gens qui viennent encore voler même l'argent que les Blancs nous ont prêté, nous ont donné pour nous aider à ne pas mourir de la Covid. Ils viennent encore surfacturer le matériel médical qui était acheté. Donc, c'est une gymnastique au quotidien pour le régime de Paul Biya. Maintenant, je prends un autre projet qu'ils ont annoncé. Ils ont parlé de la restructuration de la société à l'UQAM. Mais ce n'est pas possible. Quel est ce type de management à reculons que le régime de Paul Biya fait? La LUQAM devait connaître l'un des projets d'extension les plus spectaculaires en Afrique noire francophone entre 2006 et 2008 avec son projet d'extension du groupe Alcan. Tout le monde a vu le manque de la volonté politique du gouvernement camerounais d'accompagner ce groupe à arriver à leur fin, alors qu'ils avaient mis à disposition un budget de près de 1 milliard de dollars. Donc le Cameroun n'a pas bougé, n'a rien fait pour sauver l'UQAM. Et aujourd'hui, John Gouté, le Premier ministre, vient nous annoncer que dans leur projet, l'un de leurs projets cette année, c'est de réhabiliter la LUQAM, commençant par la fusion à l'UQAM et Socatal. Est-ce qu'il y a un problème entre l'UQAM et Socatal? Ils ont toujours travaillé ensemble. C'est un problème de sémantique. La LUQAM et Socatal sont même dans les mêmes installations, à EDEA. Et ils ont presque le même management en termes de direction et autres. Donc maintenant, ils ont encore annoncé un autre projet d'esbrouf, comme d'habitude. Il vient nous annoncer, parce que moi j'ai minutieusement lu son discours. John Gouté nous dit qu'ils ont signé, elle a annoncé la signature d'une convention avec des investisseurs nationaux pour la relance de l'ex-LUQAM à EDEA. Cessez de vous moquer des populations d'EDEA, de la Sanaga maritime. Qu'est-ce que ces populations vous ont fait? Combien de fois est-ce que le projet de réhabilitation ou de relance des activités de la LUQAM a été annoncé par le régime de Paul Biya? Moi, je me souviens en 2008, j'étais encore j'étais à EDEA, j'ai assisté à l'arrivée d'une délégation d'un ministère qui est venu avec un groupe, je crois, ça devait être un groupe d'un pays de l'Asie du Sud-Est, comment on appelle encore le pays là, thaïlandais, quelque chose comme ça, un groupe industriel. Ils ont annoncé aux populations, les gens sont allés nombreux sur le site ce jour, parce qu'ils venaient fêter la relance des activités de la LUQAM. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que même le peu d'installation qu'il y avait, je vous parle d'un endroit à côté duquel j'ai un terrain d'1 hectare. Dans le village Maningombe, on laisse l'entrée de la LUQAM, on prend la droite, j'ai un terrain là-bas. Donc c'est une zone que je connais très bien. Ce groupe est venu, au lieu de réhabiliter la LUQAM, ils ont même enlevé le peu d'installations qui restait encore. Laissez les populations d'EDEA tranquilles.
Si vous ne pouvez rien faire pour ces populations, vraiment le régime Paul Biya, laissez-les. Vous n'allez pas réhabiliter la cellule CAM que vous avez vous-même tuée. Alors, ce n'est pas possible. On va rester sur ce projet pour faire réagir Georges Meka Abesselo sur la maturation des projets structurants au Cameroun et la réhabilitation de certaines grandes entreprises camerounaises passées dans le cadre des partenariats publics privés avec des actionnaires étrangers qui sont venus dans le capital et ensuite qui sont partis évoquant le climat des affaires au Cameroun. Alors aujourd'hui que le gouvernement annonce la réhabilitation de ces entreprises publiques et parapubliques, le schéma de management et de restructuration, pour vous, est-ce qu'il obéit à une volonté de performer, d'améliorer la performance de ces entreprises? Merci Cédric. Je voudrais d'abord revenir sur le DSE. Le DSE, où nous avons participé, est une très bonne vision. C'est un très bon document. Il ne faut pas parler, à proprement parler d'échec, mais de résultats mitigés. Nous avions un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté au départ, jusqu'en 2008. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi est justement venu mettre le Cameroun sur le bon chemin, car il faut créer, pour réduire la pauvreté, il faut créer de la richesse. Entre les annonces, il a fallu trouver du capital étranger et parfois, disons-nous la vérité, pour négocier des prêts comme nous avons eu par le passé. Au niveau du port en eau profonde de Kribi, j'étais encore à la BAD comme chargé du suivi financier au niveau de la CEMAC. 50 milliards de francs CFA étaient décaissés par la BAD. La Chine a mis 300 milliards. Parfois, ces négociations prennent du temps. Le problème au niveau du Cameroun se trouve lorsque le financement est disponible. À ce moment-là, il faut accélérer son exécution et sa mise en œuvre. Il y a moins de 10 jours, la Caisse autonome nous a dit, parmi les montants empruntés, il y a 3 449 milliards qui se trouvent dans ces livres et qui ne sont pas décaissés. Mais c'est ce qui fait problème. Ça fait de nombreuses années que le Cameroun emprunte de l'argent, mais qui n'est pas utilisé pour la réalisation des projets pourtant mis en œuvre à travers les études de faisabilité. Qu'est-ce qui fait problème concrètement? Justement, parlant de l'immaturité, moi je déplore le fait que quand on veut investir au Cameroun, on est obligé de faire tourner les investisseurs, d'aller de ministère en ministère. On devrait plutôt faire comme ça se fait dans certains pays. Lorsqu'un investisseur sérieux vient au Cameroun, il doit se trouver dans une salle avec tous les ministres responsables en charge de ce projet. Ces retards administratifs nous causent au moins 0,5% par an au niveau de la croissance. C'est d'abord ça qu'il faut débloquer. La deuxième chose, il faut arrêter de croire que c'est le moins 10 ans qui a la meilleure offre sur le marché. Parfois, nous acceptons des projets à un coût moindre, alors que nous savons forcément qu'on ne peut pas réaliser un tel projet d'une telle envergure avec le montant qui est proposé. Troisièmement, il faudrait qu'en matière de construction et des BTP, qu'on exige à ces entreprises de travailler 24 heures sur 24. Il est inadmissible que pour construire l'autoroute Douala-Yaoundé, les sociétés viennent à 7 heures du matin avec leurs employés et engins. À 15 heures, ils ne sont plus présents sur le chantier. Il faut bannir cela. Les pays qui rattrapent le retard et accélèrent le développement travaillent 24 heures sur 24. En pleine saison sèche qui a déjà débuté, pourquoi serait-il anormal ou normal que des gens viennent travailler à 7 heures et ferment le chantier à 15 heures? Maintenant, revenons à votre question. La capitalisation des entreprises camerounaises et des entreprises phares, leur réhabilitation est souhaitée. C'est un vœu, nous devons garder cette souveraineté. Mais encore et plus, il faudrait y mettre l'administrateur, le manager ou la compétence avérée sur ces chantiers-là. Nous devons parfois reconnaître là où nous avons des faiblesses. Je prends le cas du grand mall de Douala qui vient d'être construit, des plus beaux stades d'Afrique aujourd'hui que nous détenons, mais l'expertise qui a construit ces stades-là est avérée. La Turquie a une mosquée, la mosquée bleue de 1877 qui tient depuis. Là où nous n'avons pas de compétences, acceptons de payer le prix fort pour que
les chantiers soient exécutés à temps et ce soit durable. Vous voyez la présidence de la République, livrée en 81 ou 82, elle a été construite par l'un des meilleurs architectes du monde à l'époque, le feu Olivier Clément Kakou, et jusqu'à aujourd'hui, quand vous y allez, c'est un bâtiment formidable. Donc, le développement a un prix et nous devons mettre ce prix-là. Au niveau de l'administration, renforcer l'administration à ce que ce soit un bataillon d'intervention rapide économique. La structuration actuelle ne fonctionne pas. Deux, il faudrait exiger que les sociétés qui gagnent des marchés de construction de routes, au minimum, c'est 8 à 150 milliards de francs CFA, travaillent 24 heures sur 24 sur le chantier. Ça permettrait également de résorber une partie du chômage. Alors après vous, Georges, Martin Ambazing, la question qui préoccupe les Camerounais, c'est la question de l'emploi. Et le Premier ministre indique dans son programme économique, social et culturel qu'il est envisagé la création de 500 000 emplois décents d'ici 2021. Au regard de la structuration de l'économie camerounaise, victime à la fois des crises sanitaires, crises sécuritaires et des questions de gouvernance, la création de ces 500 000 emplois est-elle envisageable? Dans quel cadre? Quel est votre regard sur ce point? Avant de parler d'emploi, je voudrais déjà dire quelque chose qui paraît une évidence au niveau du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. C'est qu'il y avait des objectifs au départ. Bon, sur l'objectif de départ, il était question que le Cameroun fasse du 5,5 de croissance. Le Cameroun a fait 4,5. Bon, si vous êtes dans une classe, on vous demande 5,5, vous faites 4,5, ça veut dire que vous n'êtes pas si mauvais que ça. Donc je rejoins ce que disait M. Abelsol tout à l'heure sur le fait que c'est un bilan qui n'est pas excellent, mais c'est un bilan qui est passable. Parce que, entre autres, quand même, nous avons eu des objectifs qui ont été atteints, notamment au niveau du secteur tertiaire. Parce que vous savez que notre problème aujourd'hui, c'est qu'il est très puissant. C'est lui qui tire la croissance vers le haut. Il y avait un objectif qui était de 41% à la fin de 2019. Il était de 57%. C'est le seul indicateur du secteur qui a été à l'intérieur des clous. Le secteur primaire, on attendait 26,8, on a fait 20. Le secondaire, on attendait 33, on a fait 28. C'est pour relativiser tout ce que nous pouvons dire au niveau du document stratégique pour la croissance et l'emploi. Il faut maintenant dire que la seconde phase, et là je vais rejeter sur le problème de l'emploi, c'est une stratégie qui veut faire du Cameroun un pays industrialisé. Vous savez que le véritable problème dans notre économie, c'est parce que notre secteur secondaire est très faible. Et pour qu'il soit fort, il faut qu'on transforme. C'est pour ça que dans la stratégie nationale de développement, il est clairement établi qu'il y aura une notion, la notion de préférence nationale qui sera mise en valeur, en exergue, au-devant de toutes les décisions qu'on prendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un marché, on va privilégier à 60% les nationaux. Mais on en parle depuis, Martin Amba, depuis de nombreuses années, le gouvernement dit qu'il y aura une préférence nationale. Mais dans la réalité des faits, ce sont toujours les multinationales qui sont sélectionnées. Même en matière de sous-traitance industrielle, il y a quelques petits pas qui ont été réalisés. Dans le secteur du bois aussi, il y avait une préférence nationale qui devait être faite avec un pourcentage précis dans la commande publique. Est-ce que tout ça est respecté? Moi, je ne fais pas le procès de ce qui n'a pas été fait. Moi, je lis un document qui est la boussole de l'économie du Cameroun, qui doit être en phase avec les ODD, parce que tout ça va ensemble. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, le trend vers lequel on va est un bon trend? Moi, je dis oui. Nous devons transformer notre économie. Transformer, ça veut dire transformer. Transformer, ça veut dire créer des emplois. Vous comprenez? On dit, à côté de ça, lorsqu'il y a un marché, si c'est respecté, on va à 60% donner ça aux locaux. Quand ils sont en mesure de le faire, parce qu'on ne va pas donner un marché qui ne peut pas être exécuté par un local, sous prétexte qu'il faut la préférence nationale. Alors, le véritable problème qui se pose dans tout ça, c'est l'économie, mais souvent, l'économie est une résultante. C'est dans le comportement, les comportements citoyens. Ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que c'est respecté? C'est quoi? C'est l'absence de comportement citoyen. Donc pour moi, la préférence nationale doit s'additionner avec le comportement citoyen. Quand un citoyen camerounais pense à son pays, il ne peut pas outrepasser cette disposition qui me paraît être salutaire. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que vous faites de l'importation, vous créez la croissance et l'emploi pour les autres.
je vous ai souvent dit ça, que on peut écrire tous les documents du monde. Le seul problème du Cameroun, le seul modèle qui va au Cameroun, c'est prendre les importations, prendre les exportations et de faire tout et tout pour que les importations baissent et que les exportations augmentent. Et pour passer à l'industrialisation, il faut les machines. Est-ce que vous fabriquez les machines au Cameroun? Donc vous serez obligé d'acheter. Vous achetez avec quoi? Parce que vous vendez à l'étranger. Maintenant, quand il faut acheter à l'étranger, vous avez une banque qui est indépendante. Moi, aujourd'hui, je peux avoir l'opportunité d'acheter les machines pour fabriquer la tomate. Pour les acheter, j'ai de l'argent, mais cet argent est logé en France. Il se trouve que sur 100 francs que j'ai, je veux avoir 70. Moi, on me dit non, comme tu peux pas avoir, tu ne peux avoir que 50. Alors que j'ai mes 100 francs qui sont là-bas. Vous comprenez que les débats pour lesquels nous sommes aujourd'hui ne sont pas un débat où on va parler d'une chose, d'une seule chose. On doit parler d'un ensemble de choses. Et le Cameroun pourra aussi s'industrialiser si et seulement si elle a une certaine autonomie monétaire. On dit politique économique, d'un côté la monnaie, de l'autre côté le budget. Pour l'instant, j'ai bien l'impression que le Cameroun n'a que la partie budgétaire sur laquelle on peut surfer. Je tiens à vous dire que on ne peut pas, comme disait mon frère tout à l'heure, partir d'une relation avec la France du jour au lendemain comme si c'était c'est pas la guerre. On peut, de façon progressive, durant aussi les 10 ans, dire qu'au lieu d'avoir dans le compte opération 50%, allons-y graduellement pour qu'au bout de 10 ans, qu'on soit à 10%, pour ceux qui ne veulent pas qu'on sorte de la zone. Mais vous ne pouvez pas dire que pendant que vous voulez vous industrialiser, vous avez une partie de votre argent qui est bloquée quelque part et qui ne vous permet pas d'agir. Si maintenant j'ai une opportunité, parce que le marché est ouvert, et que l'argent que j'ai ne peut pas sortir parce qu'il y a un quota qui doit rester dans le compte opération, je fais comment? Donc, il y a ce côté-là, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous devons aussi faire fléchir la France pour que, si nous ne sortons pas directement, immédiatement, qu'on essaie d'assouplir ce compte-là qui nous prend la moitié de ce que nous vendons en devises. Nous ne pouvons pas acheter en francs CFA, nous pouvons acheter qu'en devises. Donc tant que nous n'avons pas accès à la totalité de nos devises à l'étranger, ce sera aussi un frein pour que nous créions des emplois. Donc pour finir, je pense que 500 000 emplois, c'est rien du tout quand l'économie est dynamique. C'est rien du tout. Et comme on est parti d'une base où nous devons absolument faire émerger le secteur industriel, je pense que cela est possible. Maintenant, il faut que l'on respecte les dispositions qui ont été mises. Après vous, Martin Bazing, avec vous, Edmond Kangia, il y a le JICAM qui a porté la voix du secteur privé dans les préparatifs de ce budget 2021 et a remis un livre blanc au Premier ministre, ministre des Finances et secrétaire général de la Présidence de la République pour indiquer les propositions du secteur privé qui souhaitent une véritable relance de la croissance économique et un soutien important aux entreprises camerounaises en difficulté du fait de la crise anglophone, en difficulté du fait de la crise sécuritaire et de la crise sanitaire. Comment entrevoyez-vous l'année 2021 sur le plan fiscal et sur le plan budgétaire et sur le plan économique, Edmond Kangia? Oui, je voudrais d'abord dire que je m'associe à tout ce qui a été dit par les copanélistes, notamment en ce qui concerne les prévisions budgétaires, notamment sur la nécessité de serrer la ceinture au niveau du budget de fonctionnement, sur la nécessité de réduire les importations et de soutenir la production. Mais en même temps, je trouve que nous faisons souvent des bons diagnostics, mais nous avons des mauvaises solutions. Par exemple, le Cameroun, qui veut bien réduire les importations, rentre en contradiction avec un accord qu'il a signé avec l'Union européenne. Parce que nous sommes devenus un vaste comptoir. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Nous ne pouvons pas espérer réduire les importations en signant un accord pour devenir le comptoir. C'est-à-dire que nous avons très peu de chances de soutenir la production et d'exporter quand nous sommes devenus un comptoir. Ça, c'est une vaste contradiction. Maintenant, sur la question que vous posez, M. Noussuele, je pense que il est peut-être temps. Il est peut-être temps parce que pendant longtemps, pendant plusieurs années, depuis qu'il y a cette guerre qui dure depuis 4 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons l'impression que le gouvernement a été inaudible aux doléances formulées par le JICAM et d'autres regroupements professionnels. Il n'a pas été associé, il n'a pas souvent été associé, ou ces revendications n'ont pas été prises en compte chaque fois, de manière concrète,
pour résoudre les problèmes qui sont les leurs et qui auraient pu booster l'économie nationale, qui auraient pu renforcer le tissu social, le tissu économique et favoriser l'éclosion de l'investissement national mais également international au Cameroun. Nous pensons que ce livre blanc qui a été proposé, qui a été, n'est-ce pas, remis, n'est-ce pas, au chef de gouvernement, si les propositions qui ont été formulées dans ce document sont effectivement prises en compte, je pense que nous allons avancer positivement vers la résolution d'un certain nombre de problèmes, notamment des goulots d'étranglement qui empêchent les entreprises nationales d'avancer, de se consolider et de régler deux problèmes. C'est-à-dire, avec la crise sanitaire que nous connaissons, avec la crise sécuritaire que nous connaissons également, comment faire en sorte que les entreprises nationales ne soient pas en faillite? Nous avons évoqué tout à l'heure le cas de la CDC qui a besoin d'être soutenue, réhabilitée à cause de toutes des conséquences que cette entreprise a connues du fait de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous pensons que les propositions qui ont été formulées devraient être, n'est-ce pas, au chevet du gouvernement et devraient même permettre, à travers tout ce qui a été dit dans ce document-là, devrait orienter même la politique budgétaire, les prévisions financières et économiques du pays. Je ne sais pas si on en a tenu compte dans le budget, dans les propositions de budget de cette année, de 2020-2021. Je ne sais pas si ça a été tenu, si on a tenu compte de ça. Mais je pense que déjà, le fait que ce partenariat privé-public soit renforcé, cela va aider, je l'espère bien, à faire en sorte que le Cameroun ne stagne plus, le Cameroun ne recule plus. Parce que vous savez que le nord-ouest et le sud-ouest sont devenus deux zones économiquement sinistrées. Et le secteur privé, Pierre-Emmanuel Bignam, insiste sur l'apurement de la dette publique antérieure qui est colossale au Cameroun. Les mesures prises ici par le gouvernement pour éponger cette ardoise sont restées insuffisantes du point de vue du patronat camerounais qui souhaite que la trésorerie des entreprises soit renflouée pour relancer également la croissance économique. Qu'est-ce que vous en pensez sur la question de la gestion de la dette au Cameroun? Il y a même un nouveau débat qui vient d'être lancé, je crois, il y a moins de 2 semaines, sur notre niveau d'endettement. La soutenabilité de la dette du Cameroun n'est pas un prétexte qui donne droit à l'État du Cameroun d'utiliser notre dette n'importe comment. Il y a quelques mois, on nous chantait que notre dette est autour de 6 850 milliards, donc autour de 38% du PIB. Mais un débat vient d'être lancé tout récemment, qui nous situera autour de 10 000. Ce sont les derniers chiffres donnés par la Caisse autonome d'amortissement en date du mois de septembre en 2020. Le Cameroun est déjà à près de 10 000 milliards de francs CFA en termes d'endettement. On est déjà à près de 10 000 milliards d'endettement, qui nous situe autour de 45% de notre PIB. 45%. 45%, parce qu'on est à 38%. Non, on est selon les chiffres officiels, c'est 35%. On envisage 45% d'ici 2023, 45% du PIB. 850, on est à 30%. La réalité? La réalité, c'est 35,5%. Okay. Hein? Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que, quand je parle de soutenabilité, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la capacité d'un pays à pouvoir rembourser sa dette. Oui. Ça ne nous donne pas le droit d'utiliser notre dette à tort et à travers. Parce que nous avons tous fait le constat, le diagnostic tout à l'heure, que nous lançons dans des projets structurants, soi-disant, qui ne sont pas exécutés à temps, qui accusent du retard. Et ça ne produit pas de la richesse. Vous prenez par exemple la construction du pont, deuxième pont, sur le Fourie. C'est un marché qui a été attribué à une société française, qui a aussi sous-traité une société chinoise. Même les ferrailleurs, les gens qui plient la ferraille et tout, étaient des Chinois. Combien de Camerounais ont été réellement employés là-bas? Quand on nous annonce que 500 000 emplois seront créés, oui, je suis d'accord, 500 000 emplois seront créés, je vais vous dire lesquels. Le gouvernement va créer 500 000 nouveaux mototaximens. Oui, puisque d'ailleurs, ils ont pour projet de professionnaliser ce domaine-là. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés? Toute la fonction publique réunie n'a pas 500 000 fonctionnaires. Je dis
toute la fonction publique camerounaise réunie n'a pas 500 000 fonctionnaires. Et on nous annonce la création de 500 000 emplois. Le secteur privé, tout le secteur privé réuni n'a pas 1 million d'employés. On nous annonce 500 000 emplois. Comment? Dans quel secteur? Ça sera des emplois formels ou informels? Je suis sûr qu'à 100%, ce sera des emplois informels. Puisque la CIDC aujourd'hui, qui contribuait également à absorber un grand nombre d'employés, est à terre. La CIDC ne fonctionne plus. Où est-ce qu'ils vont créer ces 1 million d'emplois? En réhabilitant la cellule CAM, dont on sait que c'est un projet échoué d'office. Mais il faut qu'on cesse de nous bluffer. Le problème qui se pose aujourd'hui avec le taux de croissance et tout, le taux de croissance, la finalité du taux de croissance dans un pays, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Même lorsqu'on était à 4,5%, comme mon frère vient de le signaler, lorsqu'on était à 4,5% avant le début de la guerre du Nozo, la crise sécuritaire, est-ce que ça a amélioré le score du Cameroun en termes du nombre de médecins par nombre d'habitants? Ça n'a pas amélioré le score de taux de médecins par nombre d'habitants. On a plus de 10 000 habitants pour un médecin. Ça n'a pas amélioré. Pareil pour les enseignants. Ça n'a pas empêché qu'au Cameroun, les femmes meurent encore de la césarienne. Non. Ça n'a pas empêché qu'on ne peut pas être tellement contradictoire. Nous avons une économie qui est tournée vers la consommation, essentiellement. Et nous disons que nous voulons réduire les importations, alors qu'on a la capacité de consommer en interne. Je prends un cas, dans les accords de coopération que le Cameroun avait avec la Chine. La Chine exploite des millions d'hectares de terres arables au Cameroun, dans la production du riz. La Chine produit le riz dans mon pays, envoie en Chine, et le riz de qualité, pendant que les Camerounais meurent de faim, n'ont pas de riz. Vous pouvez croire à ça? Vous imaginez la contradiction? Vous imaginez? La Chine produit le riz chez moi, envoie chez eux pour nourrir les Chinois, pendant que les Camerounais meurent de faim. Voilà donc à quoi sert notre croissance économique. Ne restons pas derrière les chiffres. Il faut que le panier de la ménagère soit touché. La croissance économique, elle a contribué à quoi? Elle a baissé le coût du kilowatt chez Eneo. Elle a baissé le coût du mètre cube d'eau chez Camwater. Je pense non. Nous sommes toujours dans l'esbrouf. Il y a un problème qui est urgent au Cameroun. Il faut le changement du management, du paradigme de management et de leadership. Commençant par le sommet de l'État. Il est urgent que le Cameroun connaisse une alternance au sommet de l'État. Soyons sérieux pour regarder le président Paul Biya dans les yeux et lui dire: Monsieur le président Paul Biya, avec tout le respect que je vous dois, vous avez fait ce que vous avez pu, mais aujourd'hui, vous êtes arrivé au bout de vos efforts. L'énergie que vous aviez avant, les projets que vous aviez impulsés avant en 1982, vous avez connu tellement de difficultés, vous avez pu faire ce que vous avez pu, mais en réalité, ces 12 dernières années, à partir de la crise de la fin de 2008, vous avez échoué. Le Cameroun n'est pas dans le top 10 de la sécurité alimentaire. Oui. Le Sénégal est dedans. Le Gabon est dedans. Le Ghana est dedans. Dans le top 10 de la sécurité alimentaire en Afrique. Oui. Le Cameroun n'est pas dedans. Un pays qui avait atteint l'autosuffisance alimentaire dans les années 70 oui. et qui a de la peine aujourd'hui à entrer dans ce carré-là. Donc, les Camerounais n'arrivent même pas à se nourrir. Le Sénégal est dans ce classement-là. Le Sénégal n'a que le riz. Le Sénégalais mange le riz de lundi à dimanche. Moi, j'y ai été. Le Sénégalais mange du riz sous toutes les formes. Et vous entrez dans un restaurant, riz. Ça veut dire qu'ils n'ont pas des terres arabes qui leur permettent de faire d'autres productions. Nous avons une terre tellement riche, mais le Cameroun n'atteint pas l'autosuffisance alimentaire. Alors, après ce constat, Pierre-Emmanuel Bignam, Georges Mekabesolo, sur l'incidence de la croissance dans le quotidien des Camerounais, dans le panier de la ménagère, dans le pouvoir d'achat des Camerounais, comment opérer cette adéquation entre la recherche d'une croissance forte et l'inclusion économique pour les populations? Oui, c'est le véritable défi pour tous nos pays et le Cameroun n'en est pas une exception. Au dernier classement des pays en Afrique, le Cameroun a, si je ne me trompe pas, la 18e place.
en termes des pays économiques. Sur 54 pays, ce n'est pas un mauvais classement. Les défis que nous avons devant nous, c'est justement cette croissance inclusive. Cette croissance qui doit bénéficier à tout le monde et qui doit réduire les prix de consommation et d'accès aux biens pour tout un chacun. Nous sommes 15e. La Côte d'Ivoire 12e. Les pays les plus riches du Cameroun est Monsieur 15e. Ombazing dit que nous sommes 15e sur ce classement de 54 pays. Ce n'est pas mauvais, ça témoigne de notre résilience. Mais il n'en demeure pas moins vrai aussi que le Cameroun a au moins 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et l'INS a indiqué que la pauvreté a augmenté dans les zones rurales. Et avec 2020, où il y a eu de nombreuses destructions d'emplois du fait de la crise sanitaire et la crise anglophone, lorsqu'on prend tous ces éléments-là, on aboutit à quel diagnostic? On aboutit à un diagnostic encore qui est un diagnostic de défis à relever. Il faut le dire, le plus grand nombre d'emplois chez nous, malheureusement, sont des emplois informels, dont la dynamique de leur progression ou d'interaction à l'intérieur n'est pas prise en compte dans les statistiques ou dans même ce que prendrait l'INS. Combien d'entre nous déclarent leur chauffeur ou leur domestique ou celui qui lui livre de la nourriture à la maison, sont-ils déclarés? Voilà un défi d'insertion qui nous permettrait aujourd'hui de prendre en compte toutes ces dynamiques-là. Nous prenons le secteur de l'inclusion financière. Dans nos téléphones aujourd'hui, c'est 15 000 milliards qui circulent au quotidien et par année dans nos téléphones de transferts d'argent qui sont, dans la plupart des cas, pour la production et pour la consommation. Le défi pour nos États aujourd'hui et du Cameroun, c'est de comment faire réduire justement le prix d'accès et d'intégrer. C'est la création d'emplois. C'est le lancement des grands chantiers qui vont apporter une préférence nationale. Il est inadmissible, et je ne cesse de le dire, que des groupes étrangers viennent investir au Cameroun et on ne leur exige pas, comme ça se fait partout ailleurs, qu'au moins la direction générale adjointe, la direction financière, la direction des ressources humaines soient pourvues par des Camerounais. Qu'un certain pourcentage d'emplois soit réservé aux Camerounais. Donc, ils viennent, et je ne citerai pas les noms ici, donc ça, ce serait la première chose. Pourquoi? Le transfert de compétences. Lorsqu'une entreprise vient investir au Cameroun, le transfert de compétences doit se faire. C'est pourquoi il faut saluer le passage du service de maintenance au port de Douala aujourd'hui, qui est entièrement camerounais. C'est ce sursaut patriotique qu'il faut faire. Et donc j'en suis sûr que nous avons les compétences, mais encore faut-il que le dirigisme politique se mette en place. La production d'énergie ne cesse de croître. L'État a pris des engagements. Ça va certes doucement, mais il y a moins de délestage. Nous pouvons le constater. Mais maintenant, est-ce que la ménagère en bénéficie? Est-ce que le prix du kilowatt a diminué? Est-ce que le prix du sac de riz a diminué? Quoique le riz est subventionné au Cameroun, ne l'oublions pas. L'offre et la demande étant insuffisantes, le prix du carburant est subventionné au Cameroun, le prix du gaz est subventionné au Cameroun. Même tous ces allègements qui ont été faits pendant la pandémie du Covid, les allègements fiscaux qui ont été faits, c'est une subvention indirecte du panier de la ménagère. Donc l'État ramène les prix au plus bas niveau possible, sans oublier le seuil de rentabilité aux importateurs, aux producteurs. Mais lorsque le retour justement de l'ascenseur viendra, pouvons-nous maintenir les prix réels? Non, ça ne passera que si nous mettons et nous lançons les grands travaux au niveau du Cameroun. Ces grands travaux, c'est l'agro-industrie. L'État doit sélectionner des zones foncières qui sont destinées à des productions spécifiques. Les petits projets ou programmes de production de ceci n'ont pas fonctionné. Il faut revenir aux grandes entreprises agricoles, Sodecao, peut-être une Sodecafé, Sodecoton continue de se maintenir. La CDC, nul n'était des effets externes à son système de production.
produira encore et employera encore autant de Camerounais. C'est ce défi aujourd'hui qu'il faut et dont je ne cesse de clamer aux autorités que ramener et utiliser les compétences chères que les Camerounais ont pour relancer notre système de production. Ce ne sont pas le saupoudrage de petits projets de PAE jeunes ici à gauche et à droite qui ont amené les 300 000 hectares, les 300 000 tonnes ou 400 000 tonnes de café cacao. C'était des sociétés comme la Sodecao qui pouvaient justement absorber l'économie d'échelle d'avoir des petits et petits producteurs ici et là. C'est ce défi qu'il faut relever aujourd'hui. Dans cette transformation structurelle de l'économie camerounaise, vous parlez de patriotisme économique et le secteur privé se plaint depuis de nombreuses années de ne pas bénéficier d'un appui et d'un accompagnement conséquent. Que faut-il faire à ce niveau de façon concrète pour le JICAM, pour le secteur privé, pour les promoteurs d'entreprises camerounaises qui s'engagent dans l'agro-industrie et dans d'autres services nouveaux, pour l'économie numérique aussi par exemple, qui est un levier important de croissance? Oui, Camtel est une niche de richesse. Il est toujours impensable de voir que deux sociétés étrangères dont on n'a pas de capitaux camerounais à l'intérieur, qui certes emploient une masse de Camerounais, continuent de générer des revenus de l'ordre de 1100 milliards chaque année, pendant que celles mêmes qui détenaient les licences GSM à l'époque ne réalisent pas, dont on ne connaît pas les revenus, les chiffres d'affaires aujourd'hui. Voilà des niches de revenus, de croissance et d'emploi que l'État peut immédiatement renforcer. Pareil pour Campost et pareil pour d'autres sociétés que l'État doit obligatoirement réhabiliter. L'un des autres volets aujourd'hui, et qui est ce que j'appellerais la financiarisation de l'économie camerounaise, c'est d'obliger des grands groupes industriels au Cameroun de réinvestir dans leur propre secteur, sans faire de publicité. Les brasseries du Cameroun qui contribuent fortement à importer nos 150 milliards de francs CFA par an de maïs ou de blé ou de malt devraient pouvoir être obligées par l'État, comme ça s'est fait dans d'autres pays, de créer des grandes exploitations agricoles de maïs et d'y investir chaque année afin que la chaîne de valeur intra-camerounaise puisse venir justement résoudre ce problème de déficit de la balance commerciale en produisant localement et en transformant sur le plan local. Si nous voulons des niches de croissance, de création de richesse, c'est disponible au niveau du Cameroun. C'est à ce prix fort que le panier, non seulement le prix du panier de la ménagère va diminuer, mais également la création de richesses et d'emplois va se faire. Il faut noter que plusieurs entreprises brassicoles ont des sources d'approvisionnement sur le plan local, mais leur demande est très importante, d'où le fait qu'ils aillent à l'étranger pour importer la matière première. Martin Mbazin, au-delà de ces questions d'industrialisation, il y a l'environnement des affaires, il y a le comportement de l'administration camerounaise face aux chefs d'entreprise qui souhaitent créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée et créer des emplois. Comment vous voyez cette sortie de crise économique et la relance de la croissance, une croissance plus inclusive, Martin? Non, en réalité, les entreprises ne veulent pas mille choses. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire partir la machine, il y a d'abord ce que l'État a par nature, à savoir la fiscalité. C'est-à-dire que l'État devrait pouvoir mettre en place des mesures fiscales incitatives. Je pense que dans le projet de loi des finances 2021, il y a toute une série d'exonérations qui concernent l'importation des machines. Je vous ai dit que pour ces industrialités, il faut les machines. Donc l'État a déjà mis en place un dispositif qui va permettre que les chefs d'entreprise puissent importer des appareils en ayant une fiscalité beaucoup plus favorable. Mais il faut que je revienne un peu sur la question de l'emploi. Vous savez, il faut qu'on reconnaisse aujourd'hui que l'emploi de 2021 ne sera plus jamais comme l'emploi de 1970-73. Donc ne croyons pas que chaque étudiant qui sort de l'école aura un travail bien fait. Non. Aux États-Unis, quand on vous dit que le taux de chômage c'est le plein emploi, parce que tout le monde fait tout ce qui est possible de faire. Le seul problème du Cameroun aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à répertorier tous ces systèmes-là. Vous savez, quand on dit sous-emploi,
quand on dit le chômage est de 10%, sous-emploi 70%, ça veut dire que c'est des gens qui à un moment donné ont une formation et qui n'arrivent pas à avoir un métier par rapport à leur formation, mais qui ont quand même un métier. Est-ce que la définition de l'emploi, telle que nous l'avions par le passé, est la même qu'aujourd'hui? Ça, c'est une question. Parce que le plus important, ça il faut le dire aujourd'hui, c'est que les gens aient un emploi. Maintenant, aller vérifier le bon emploi, le mauvais emploi, c'est une autre question. Mais moi, je pense que, tel que c'est parti, la manière dont le GICAM travaille avec l'État du Cameroun, avec le gouvernement, va certainement produire des choses positives. Parce que personne aujourd'hui ne peut concourir à un objectif, à savoir réduire de la pauvreté et créer de la croissance, donc de l'emploi. Et je pense que les chiffres ou bien la vie de tous les jours peut paraître très difficile, mais je vais vous prendre un exemple. Au Cameroun, si vous avez 500 francs le matin, vous mangez un plat. Les ouvriers, quand ils vont au travail, tous ceux qui travaillent, le matin, ils mangent un plat. Et que fait la famille? Donc, la femme et les enfants. La qualité de son plat. Quelle est la qualité de son plat? Combien de calories? Tout ça. Je vous dis, c'est par rapport à ça. Je vous en prie. C'est un bonatif. Il a la parole. C'est ça qu'on réduit même notre espérance. Je vous en prie, Martin, à la parole. Oui, Martin. Je vous en prie également. Quand vous voyagez, parce qu'il faut toujours comparer, je vous ai dit aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun est le 15e pays parmi les 54 en Afrique. On n'est pas la Côte d'Ivoire est 12e, nous sommes 15e. Et la Côte d'Ivoire, ils sont déjà à la construction du 4e pont à Abidjan, la capitale économique. Nous avons un développement qui est quasiment sur tout le territoire. On ne peut pas comparer ce qui est incomparable. Je vous dis simplement qu'au Cameroun, si on parle de panels aménagères, vous allez à Kinshasa, vous avez 500, vous ne pouvez rien manger. Au Cameroun, vous avez 500, vous mangez. Vous comprenez? La notion de calories, la notion de tout ça, c'est autre chose. Je vais par là dire qu'il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, le Cameroun a une économie qui est résiliente, comme on dit, dans les termes techniques. Le Cameroun aujourd'hui a une économie il y a des choses, des valeurs sur lesquelles l'on doit se reposer pour essayer d'amplifier notre développement. On ne peut pas dire aujourd'hui que lorsqu'on est au Cameroun, on souffre tant. Les gens ont du mal parce que les changements qui se passent dans le monde nous touchent. Voilà pourquoi la solution aujourd'hui, c'est la préférence nationale. C'est qu'il faut repartir sur nos bases, cultiver ce que nous consommons. C'est la base de tout notre développement économique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Georges Meka, Abdesolo et Edmond Kandia, d'être venus sur ce plateau. Merci également à vous, Pierre-Emmanuel et Martin Ambazing, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.